Chapitre 13. Vers un nouvel ordre mondial. 1990-2000. Jamais en un laps de temps aussi court il ne s'était produit autant d'événements. L'histoire n'a pas connu de période de changement aussi profond qu'au cours des 10 dernières années du XXe siècle. Le monde ne semble plus le même. La tension Est-Ouest a soudain perdu de son importance avec le déclin de l'étoile de l'URSS sous la convulsion que Mikhaïl Gorbatchev a représentée. En 1990, les républiques baltiques se sont émancipées. L'Arménie a cherché à obtenir son indépendance. Les disputes avec l'Azerbaïdjan ont commencé et la Géorgie s'est constituée en État. À la fin de 1991, le dernier tsar rouge obtint les pleins pouvoirs du Parlement soviétique. Mais il était trop tard pour lui également. La victoire de Boris Yeltsin aux élections présidentielles de la Fédération russe lui a ôté toute marge politique et le coup d'État du mois d'août, peut-être organisé par des nostalgiques du communisme, a marqué le début d'une nouvelle ère. Tout s'est écroulé. Le Parti communiste est devenu illégal et la KGB a disparu. Et en décembre de cette année-là, 11 des anciennes républiques se sont converties dans la communauté des États indépendants. Dans le courant de l'année 1991, l'Union soviétique se divisa en 15 États. Bien que dans les premiers mois de 1992, personne ne sût ce qu'il pourrait advenir de l'arsenal nucléaire soviétique, la signature d'un accord de désarmement entre Bush et Yeltsin en janvier 1993 dissipa les doutes. Ceci dit, l'accident nucléaire de Sibérie fit apparaître que la paix comportait également des risques, aussi terribles peut-être que la guerre. Yeltsin, qui jouait un jeu différent à l'intérieur qu'à l'extérieur, fit entrer son pays dans le Conseil de l'Europe à la fin 1995. Il fut question de reconstruire l'URSS, mais il était trop tard pour ce faire. Il n'y avait pas moyen de sortir du chaos. L'inflation était partout. À la fin de l'année 1996, un dollar valait 7000 roubles. Yeltsin pensa que la création d'un nouveau rouble arrangerait les choses. Mais il n'en fut rien. La tension entre Serbes, Croates et Slovènes était grande. En mars 1991, le dernier président, Boris Tadić, démissionna et le Croate Tudjman accusa la Serbie de créer des climats de pré-guerre, ce qui était en partie vrai. Les fêtes se précipitèrent et en juin, la Croatie et la Slovénie décidèrent de démembrer le pays en faisant front à la Serbie. C'était la guerre civile. La Bosnie-Herzégovine s'allia avec les Croates et Sarajevo, capitale bosnienne, fut assiégée. La persécution ethnique rappela la barbarie nazie. La Bosnie, qui se proclama indépendante, était la 4e république qui abandonnait le tronc commun yougoslave. Les problèmes s'aggravèrent. L'ONU accusa la Serbie de provoquer la discorde et prépara le blocus de cette dernière. L'OTAN envoya des troupes en Bosnie. En janvier 1993, on parla de diviser le territoire problématique en 10 provinces. Les États-Unis acceptèrent la partition et le conflit s'enfla en 1994. La guerre prit fin en 1996, mais sans que l'on puisse voir le début de la paix. Personne ne savait comment mettre fin au crime, bien que certains des responsables fussent condamnés en 1997. L'Europe adopta sa configuration politique après l'entrée en vigueur de l'acte unique. L'objectif était de créer un marché intérieur où les marchandises et les hommes circuleraient librement à la fin de l'année 92. L'Allemagne, en raison de la singularité de son histoire récente, fut le pays qui changea le plus. Gorbatchev visita Bonn à un moment psychologiquement favorable pour que Helmut Kohl propose la réunification. Au printemps 1991, Kohl visita toute l'ex-république démocratique et Berlin redevint le siège du gouvernement. Avec l'élection du premier président de l'Allemagne réunifiée, Roman Herzog, en 1994, et la réélection de Kohl pour la 5e fois, l'Allemagne abordait l'avenir avec une récession économique, le prix à payer après la réunification. Kohl effectua un voyage à Moscou en 1996 avec une proposition qui ne plut pas à Yeltsin, élargir l'OTAN au détriment de la Russie. À la fin, en 1997, avec la distension, l'OTAN allait s'élargir vers l'Est, accord qui se produirait lors du sommet de Madrid. Au terme de l'année 1998, l'ère Kohl arriva à sa fin. Gerhard Schröder réussit à ce que les sociodémocrates obtiennent le pouvoir après 16 années de gouvernement des démocrates chrétiens. Le chancelier, pour le prochain millénaire, annonçait la récupération du nouveau centre pour le SPD, la continuité politique à l'extérieur
et la lutte contre le chômage comme objectif national. L'économie du Royaume-Uni était dans le collimateur de Margaret Thatcher, qui peu de temps avant de renoncer à sa charge, privatisa un bon nombre d'entreprises publiques. Quelques jours après, John Major, à qui l'IRA souhaita la bienvenue avec 2 bombes dans le centre de Londres, accéda à la charge. L'offre du Sinn Féin fut rejetée en janvier 1992 et les attentats continuèrent. Il y eut des élections remportées à nouveau par les conservateurs et le traité de Maastricht fut ratifié tandis que la livre était retirée du système monétaire européen. En 1993, des conversations eurent lieu avec l'IRA et le Sinn Féin fut impliqué dans les négociations de paix. La couronne ne parvenait pas à résoudre ces problèmes et le prince et la princesse de Galles finirent par divorcer. L'image de Diana gagna en force tandis que celle du prince se détériorait. La liaison de Diana avec le milliardaire arabe Dodi Al-Fayed fut jugée comme une offense pour la famille royale. En 1997, l'accident mortel de l'ex-épouse du prince Charles, entouré de mystères et de suspicions, bouleversa le monde en créant la légende de la princesse du peuple. Le triomphe électoral du travailliste Tony Blair, doué de jeunesse et de charisme en 1997, apporta un certain espoir au pays. Le plus grand succès de Blair fut l'accord sur le futur de l'Irlande du Nord, qui fut ratifié par l'exécutif du Parti unioniste de l'Ulster, marquant le début d'une paix qui mettait un terme à 25 ans d'affrontements. En France, la politique extérieure fut ternie en 1990 par le programme atomique de Mitterrand et son obstination à ne pas réduire l'arsenal nucléaire. Jacques Chirac occupa la présidence après les élections de 1996. Cette même année, François Mitterrand mourut. En Italie, après la démission de Ciriaco de Mita, Giulio Andreotti forma un gouvernement. La corruption, le bras long de la mafia, les grèves étudiantes, les affrontements entre le président Francesco Cossiga et le Conseil supérieur de la magistrature, tout cela constitua un maquis de difficultés qui, au début des années 90, causa de nombreux sursauts dans la vie du pays. En janvier 1992, le Parlement fut dissous. Et quelques mois après, Cossiga démissionnait et Luigi Scalfaro accédait à la présidence. La mafia commit des attentats contre les juges Falcone et Borsellino, fait qui combla la mesure pour le gouvernement. À cela s'ajoutait l'investigation sur la corruption. En 1993, une procédure fut engagée contre Bettino Craxi. Le procès à Andreotti pour ses connexions avec la mafia secoua le monde politique. Quelques mois après, les élections désignèrent Silvio Berlusconi pour occuper le pouvoir. En 1996, un conglomérat de gauche écarta Berlusconi du pouvoir. En 1992, Barcelone fut l'organisatrice des Jeux olympiques. À Séville eut lieu l'exposition universelle avec une réalisation technologique de premier ordre, le train à grande vitesse. Le Parti populaire de José María Aznar remporta les élections. À la fin de 1998, État annonça une trêve indéfinie influencée par la paix obtenue par l'Irak. Des élections eurent lieu au Pays basque pour la première fois sans la menace des armes. L'indépendantisme basque gagna des positions et les positions des ultras s'exacerbèrent. La décennie débuta sous le signe de la récession et de la conflictivité. Aux États-Unis, le mécontentement provoqua un climat de violence qui facilita en 1992 la victoire de Bill Clinton. Personne ne pouvait imaginer la situation dans laquelle il se verrait impliqué à la fin de son mandat du fait de ses relations sexuelles avec la boursière Monica Lewinsky. En Amérique latine, la violence, la guérilla, l'injustice sociale et la corruption ponctuaient la vie. Mais il y eut certains progrès dans la vie politique du continent. Lorsqu'en 1990, les sandinistes perdirent le pouvoir au Nicaragua, Violeta Chamorro accéda à la présidence sans heurts. Il n'y eut pas de heurts non plus lorsque la gauche perdit à nouveau face à Arnolfo Alemán. Au Venezuela, le mécontentement provoqua en 1989 les graves incidents connus comme le Caracazo. Les troubles causèrent 400 morts. Le 4 février 1992, Hugo Chavez se souleva les armes à la main sans parvenir à s'emparer du pouvoir. Rafael Caldera remplaça le socialiste Carlos Andrés Pérez, condamné pour corruption. Dans les élections de 1998, surgit clairement comme favorite l'ex-Miss Univers Irene Sáez.
laquelle perdit nombre d'appuis en rejoignant le COPEI, et les urnes donnèrent la victoire à Hugo Chavez, qui paradoxalement obtint la présidence à travers les urnes dans un climat de menaces raréfié. Mikhaïl Gorbatchev avait reçu en 1990 le prix Nobel de la paix, tandis qu'en 1992, il fut décerné à la guatémalienne Rigoberta Menchú pour ses activités en faveur des droits humains des indigènes. Au Salvador, Alfredo Cristiani parvint à un accord avec les guérilleros après 12 années de lutte. Au Guatemala, George Serrano pactisa avec la guérilla en 1991 la solution aux problèmes politico-sociaux. Un problème endémique qui prit fin en 1996 avec 35 ans de guerre civile. En Colombie, la paix fut signée avec le M-19, une reprise dans le tissu social et politique, déchiré de tous les côtés. En 1996, Ernesto Samper, accusé de financer sa campagne avec de l'argent des trafiquants de drogue, convoqua un référendum, mais l'atmosphère de suspicion devint de plus en plus épaisse. Alberto Fujimori donna lui-même un coup d'État pour faire face à une crise péruvienne. Il affronta les problèmes créés par Sendero Luminoso, dont le leader fut arrêté. Les tribunaux de juges sans visage provoquaient la terreur dans la population. Malgré tout, les urnes légitimèrent sa politique. Au Chili, Pinochet obtint la charge sur mesure de sénateur à vie pour essayer de s'assurer l'immunité face à d'éventuelles représailles. Dans des déclarations, il avouait que l'histoire a démontré que les dictateurs ne font jamais une bonne fin. Son arrestation à Londres, à partir d'une demande d'extradition d'un juge espagnol qui l'accusait de génocide, terrorisme et torture, provoqua des réactions dans le monde entier. Sans vergogne, Margaret Thatcher réalisa une défense publique du dictateur pleine de ferveur. La Chambre des Lords révoqua son immunité sous le couvert que la torture n'est pas une des missions d'un chef d'État, démontrant ainsi au monde qu'il existe de moins en moins de refuges sûrs pour les dictateurs. En Argentine, Carlos Menem se maintint au pouvoir, bien que les élections municipales de 1997 annoncèrent clairement la fin de la majorité péroniste. En 1999, les élections eurent lieu sans Menem comme candidat. Si au début du siècle, la révolution mexicaine de Zapata avait montré le désaccord des paysans avec le gouvernement, le siècle s'achevait avec une nouvelle révolte. Devant l'injustice sociale dont souffraient les indigènes de Chiapas, surgit l'armée zapatiste EZLN. Sa voix est celle du sous-commandant Marcos, un jeune professeur universitaire, seul membre non indigène du mouvement de libération. Le harcèlement des militaires est constant. Les groupes paramilitaires armés sèment la terreur dans les villages. Le monde s'indigne devant le massacre de Actéal. Les gardes blancs assassinent 45 indigènes et l'armée fédérale effectue plus de 40 incursions dans les villages à la recherche des bases de soutien zapatistes. Le gouvernement Dupri s'efforce de nier tout lien avec les groupes paramilitaires, mais il expulse constamment les observateurs internationaux pour conserver l'impunité face à la violation permanente des droits humains des indigènes. Mais l'Occident est une chose et le monde est une autre bien différente. En 1990, la guerre du Golfe fit apparaître que la conflictivité arabe serait un facteur décisif dans le maintien de la paix mondiale. À cela contribuait la faveur croissante dont jouissait l'intégrisme et la défense violente que ses leaders faisaient des postulats religieux. Un facteur clé pour comprendre la préoccupation mondiale, c'est le fait que dans le sous-sol de la région gît une part importante des réserves mondiales de pétrole. Un de ces gisements de pétrole est le Koweït, quatrième producteur au monde et premier au Moyen-Orient, et dont l'indépendance en 1961 ne fut jamais reconnue par l'Irak. En août 1990, Saddam Hussein envahit l'Émirat et procéda à sa mise à sac et à sa dévastation, au bombardement des infrastructures et à l'exécution massive des citoyens, assortis de viols et de tortures. Ce n'était pas seulement un événement sanglant, mais un véritable désastre écologique. Des millions de barils de pétrole brut furent jetés à la mer, causant la mort de la faune et la flore marine, détruisant le plancton du Golfe, et des centaines de puits furent incendiés. La médiation de l'ONU ne servit à rien, et en janvier 1991, la guerre commença. 5 jours après le bombardement de Bagdad, le Koweït fut libéré.
sans or avait suffi au général Norman Schwarzkopf pour résoudre la situation. La folie de Saddam se solda par 1 million de morts, et la famine s'étendit aux Kurdes du Nord, aux Chiites du Sud et à toute la population en général. Les clauses de la reddition incluaient la destruction des missiles et des arsenaux chimiques et le démantèlement des installations nucléaires. Aucune activité hors des conditions stipulées ne fut permise, et lorsque cela se produisit, comme en juin 1993, le président américain Bill Clinton ordonna l'attaque avec des missiles. Une année après, l'Irak reconnaissait la souveraineté du Koweït, mais elle continuait à harceler les Kurdes, contrairement aux dispositions, ce qui motiva de nouvelles interventions en 1996. Un jeu dangereux de la part de l'Irak se fit jour. Les expulsions et les interdictions constantes aux observateurs de l'ONU de réaliser le contrôle des armes chimiques contenaient en germe la menace d'une autre guerre. À la fin de l'année 98, des Américains et des Britanniques réalisèrent l'opération Renard du désert, infligeant un dur châtiment à l'Irak. Le reste des pays montrèrent leur désaccord. Ils considéraient que cette nouvelle guerre n'était qu'un écran de fumée de la part de Clinton pour éviter son procès de destitution à la suite du cas Levinsky. La Duma approuva une résolution pour qualifier les attaques barbares du terrorisme international et solliciter un accroissement immédiat des dépenses de défense russes. Dans la mosaïque complexe palestino-israélienne, quelque chose semblait bouger. Une année après la conférence de paix de Madrid, en octobre 1991, le travailliste Isaac Rabin remporta les élections. Juifs et Palestiniens parvinrent à des accords qui permirent la création, en 1994, d'un État autonome palestinien à Gaza, Cisjordanie et Jéricho. Mais le processus souffrit un arrêt brusque après l'assassinat de Rabin et le révisionnisme conservateur de Benjamin Netanyahou eut beaucoup de mal à le remettre en route. À la fin de 1998, après les accords de Maryland, il se produisit le retrait partiel de l'armée israélienne du nord de la Cisjordanie et une nouvelle étape s'amorçait ainsi pour les Palestiniens. Au Soudan, la famine provoquée par la guerre fit son apparition en 1993. Tandis qu'à Érythrée, la guérilla était toujours active et que des élections avaient lieu, en Somalie, la guerre civile entre clans conduisait au chaos. Le Rwanda et le Burundi connurent en 1993 un accord précaire qui mit fin au massacre et au terrible escadron de la mort. Mais quelques mois après, la lutte tribale redoubla. Le gouvernement Hutu s'enfuit et les Tutsis entrèrent à Kigali. La débandade Hutu en direction du Zaïre, les tueries et la famine provoquèrent la mort de milliers de personnes. 1 million de déplacés errèrent entre le Rwanda et le Burundi. Une fuite massive qui, en 1996, obligea des pays comme le Zaïre à accueillir de centaines de milliers de réfugiés. En Afrique du Sud, l'heure du monopole blanc s'achevait. En 1990, Nelson Mandela abandonna la prison où il était demeuré pendant 20 ans. En janvier 1993, la domination blanche prit fin, mais pas la violence entre les partisans de Buthelezi et Mandela, qui, après les élections de 1994, se convertit en premier président noir du pays. La mort de Thérèse de Calcutta bouleversa le monde. C'était l'une de ces fleurs qui poussent quelquefois sur le fumier. L'informatique gagna tous les terrains. La création des systèmes opératifs comme le Windows donna un grand succès à Bill Gates et entraîna des affrontements avec le gouvernement américain, méfiant devant une telle accumulation de pouvoir. Notamment lorsque Gates entama des accords avec le gouvernement russe pour mettre en orbite des satellites de communication en utilisant l'ancien arsenal soviétique. La civilisation des loisirs, la réduction de la journée de travail mettent l'homme face au dilemme de savoir quoi faire de son temps. Et tandis que l'on cherche le dolce far niente, la conflictivité sociale monte à l'ombre de la drogue, du racisme et de la xénophobie. Le chômage, la violence urbaine, la confrontation des partis qui plongent la société dans la lassitude. À partir de 1996, on devine une certaine tendance à revenir aux anciennes années 60 et aux frénétiques années 70. L'aspect extérieur, l'apparence de la femme, tend à la sobriété. La reine des années 90, ce fut Claudia Schiffer.
Son image de femme parfaite a rempli les passerelles, la publicité et le cinéma. C'est l'époque des top modèles. La beauté subtile de l'Australienne Elle Macpherson, la sensualité de l'Argentine Valeria Mazza et le naturel de l'Espagnole de Judith Masco. Le cinéma américain est à nouveau la machine à fabriquer des rêves. L'apparition des stations graphiques Silicon a permis d'incorporer des effets spéciaux d'un réalisme qu'on n'aurait jamais pu imaginer auparavant. Michael Bay, qui avait obtenu un gros succès avec Le Rocher, flirte avec les tendances catastrophistes de la fin du siècle avec Armageddon, où la destruction de la Terre par un gigantesque météorite paraissait inévitable. Les grandes stars de Hollywood se sont unies pour entrer dans le négoce des restaurants. Le Planet Hollywood s'est étendu dans le monde entier. La technologie s'allie toujours davantage avec le cinéma et la recherche de nouveaux systèmes de filmage et de projection touche à leur zénith avec les réalisations IMAX en 3D, Omnimax ou en haute définition. Le réalisateur français Jean-Jacques Hano, qui a fait des films magnifiques comme L'Ours, Le nom de la rose ou À la recherche du feu, a réalisé le premier film argumental en 3 dimensions, Les ailes du courage, une histoire basée sur la vie de l'aviateur et écrivain Antoine de Saint-Exupéry. L'un des plus grands mythes de notre ère est de retour sur les écrans par l'intermédiaire de James Cameron. Titanic s'est converti dans le film avec le plus de nominations aux Oscars de toute l'histoire du cinéma. Céline Dion a chanté le thème principal, My Heart Will Go On, et la bande sonore a obtenu l'Oscar à la meilleure partition. Dans le domaine de la médecine, il est question de la pilule anti-infarctus et de la Viagra, mais à côté de cela, on enregistre un retour des maladies de la pauvreté. L'homme a recensé 600 000 cas de peste bubonique, comme si le Moyen-Âge était à nouveau là. Et à tout cela s'ajoute comme un coup de poing dramatique la progression irrépressible du sida qui décime la population. En décembre 1993, le télescope spatial Hubble dut corriger une myopie causée par la déformité de son verre principal. Une fois celle-ci corrigée, il envoya des images de l'espace qui ouvraient des perspectives incroyables. D'immenses nuées de poussière fussent découvertes qui expliquaient quand et comment était né l'univers. En 1994, un homme battit le record de longueur de séjour dans l'espace. Le docteur Valéry Polyakov demeura 438 jours en gravité zéro, réalisant des études de médecine spatiale en physiologie et psychologie. La station orbitale Mir subit de graves dommages qui firent craindre pour la vie des cosmonautes. Pendant l'été de 1997, on réussit à la réparer pour qu'elle continue à être la principale base extraterrestre. À la fin de l'année 1998, le vieux John Glenn, à 77 ans, est retourné dans l'espace à bord du Discovery dans une mission historique qui a remis en mémoire les gloires de l'espace des années 60 et a redonné force et prestige au programme spatial. Pas à pas, l'homme est en train de conquérir l'espace dans l'espoir d'atteindre de nouveaux mondes et de les rendre habitables. Le siècle qui va naître permet d'augurer de grands progrès. Arriver à Mars est devenu une obsession. En 1998, le prix Nobel de littérature a été décerné pour la première fois à un écrivain portugais, José Saramago. Le Vatican a montré son désaccord pour la concession du prix à l'auteur de l'Évangile selon Jésus-Christ. Dans le monde de l'automobile, 2 hommes se sont détachés pour leur triomphe, Johan Kankkunen et Carlos Sainz. En football, le Real Madrid a remporté pour la 7e fois la Coupe d'Europe et au Japon, il a conquis le titre intercontinental. En cette fin de siècle, le joueur qui a causé sensation dans le monde entier a été le Brésilien Ronaldo. En ce moment de l'histoire, où les hommes politiques n'ont pas été à la hauteur des circonstances, seule demeure l'écologie comme étendard de ralliement pour qui souhaite sauver une planète que nous sommes en train de perdre. Que va-t-il se passer avec l'habitat humain? Des centaines d'espèces sont au bord de l'extinction. Peut-être bien l'espèce humaine aussi, si l'on n'aurait pas le danger du trou dans la couche d'ozone de l'Antarctique, si l'on ne met pas un frein à la désertisation, aux incendies de forêt, aux émissions de CO2, au rejet de pétrole dans la mer, et d'autres questions analysées lors du sommet de Kyoto. Il se peut que la lutte ne soit plus à présent pour la domination d'une nation sur une autre, mais pour mettre une sourdine au clairon annonçant l'apocalypse finale de l'homme, qui, alors qu'il aurait pu faire de son habitat un paradis, l'a converti en un dépotoir inhabitable où, de temps en temps,
on entend les pleurs lointaines d'un enfant atteint par une mine antipersonne. Homo homini lupus. L'homme est un loup pour l'homme. Mais à présent, à la fin du millénaire, ce n'est pas cela le plus terrible. Ce qui est dramatique aujourd'hui et stupide de surcroît, c'est que l'homme est un loup pour son habitat. Nous avons oublié le sage avertissement que Franz Kafka nous donnait à titre de conseil. Dans la lutte entre l'homme et le monde, il faut toujours être du côté du monde.